Eh bien, bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette heure consacrée à ce thème métier oublié ou en devenir. Quelle formation? Alors, dans cette table ronde, on va parler de savoir-faire oublié, de savoir-faire ou de formation en devenir. On va se demander comment on peut former à ces métiers. On va se demander quels défis auxquels sont confrontés les organismes de formation pour créer ces diplômes, ces certifications, ces formations. On va se demander comment on monte le référentiel de compétences. On va demander comment se positionne l'AFDAS dans tout ça. On va essayer de répondre à toutes ces questions. On a une heure ensemble pour ce sujet. Et à la fin, promis, on vous laissera la parole pour des questions et pour nous dire quelles sont les formations que vous rêveriez de voir arriver dans nos organismes de formation. Pour en parler, on va se tourner vers deux organismes de formation. Fabrice Gerbert, qui est responsable des formations de l'ISTS. Bruno Burtre, qui est directeur général du CFPTS. Et j'excuse Agnès Jean-Grande de l'AFDAS qui va nous rejoindre, mais qui est en galère sur la ligne 12. Mais bon, elle va nous rejoindre en cours de route. Je sais qu'elle est en train de courir, donc vous n'en voudrez pas, elle va être essoufflée en arrivant. Et moi, je suis Cyril Puig, donc consultant pour Pogo Développement, une maison qui s'occupe principalement de management et de prévention des risques dans le secteur du spectacle, et formateur accessoirement pour l'ENSAT, le GRIM, le CIFAP, l'ISTS. Et on va immédiatement se tourner vers Fabrice pour une petite présentation de l'ISTS, de ton métier de responsable des formations, et puis peut-être s'intéresser à une formation patrimoniale, est-ce qu'on peut dire ça, de l'ISTS. En tout cas, à toi la parole. Bonjour. Alors l'ISTS, pour faire court, l'historique, c'est une maison qui est née en 1986. Et depuis 2015, nous avons un centre de formation d'apprentissage à la Friche de la Belle-de-Mai à Marseille. Voilà, donc le centre d'apprentissage à Marseille, donc c'est concernant que des jeunes à l'apprentissage. Donc on a la section régisseur lumière et option vidéo, on a une section régisseur son avec une option vidéo, et on a une section régisseur plateau, chef machiniste. Donc, ce qui fait qu'à l'ISTS, entre les deux espaces, on couvre les formations de l'apprentissage jusqu'au bac plus 5 pour la formation de direction technique. Voilà, à peu près pour l'historique de l'ISTS. Et responsable des formations à l'ISTS, ça ressemble à quoi alors? Ah non, c'est une question piège. Multitâche, comme dans le spectacle vivant, on va dire, hein, c'est comme partout pareil. J'accompagne principalement, alors effectivement, la création de nouvelles formations, voilà, et j'accompagne aussi tout ce qui est formation certifiante ou diplômante, voilà, que ce soit la direction technique ou la régie générale principalement. Et je crois que vous avez une formation de chef machiniste avec une partie un peu orientée métier oublié, une formation plutôt patrimoniale. Exactement. Alors, on va dire patrimonial, et en même temps patrimonial depuis 1986, parce que la création de l'ISTS, ça a été une demande assez forte du secteur du spectacle vivant de reformer des vrais chefs machinistes avec des vraies compétences dans ce domaine-là, parce que déjà en 86 commençait à pointer le bout de son nez des difficultés pour avoir des personnes qui soient formées en tant que vraiment chef machiniste. Donc chez nous, c'est une tradition, cette formation de chef machiniste. Avant, c'est une formation sur 6 mois. Maintenant, c'est plutôt l'apprentissage qui a vraiment pris le dessus pour des raisons aussi de financement de la formation, mais ça, on verra ça plus tard. Donc effectivement, les apprentis, on a à cœur de leur donner les techniques ancestrales, avant même de leur donner les techniques modernes, les techniques entre guillemets actuelles, voire du futur. Donc effectivement, chez nous, les apprentis vont travailler tout ce qui est trappe-tampon, lâcher, déferler, les disparitions à la chaussette, les tambours à dégradation, les bannes à neige, donc toutes ces vieilles techniques de la machinerie qui sont bien souvent perdues pour des raisons toutes simples, c'est que on a de moins en moins d'argent dans le spectacle vivant, donc effectivement, qu'est-ce qui a disparu en premier? On va dire les costumes. C'est plus simple d'aller chez H&M dans un spectacle de danse que de payer une costumière. Non mais voyons, soyons clairs. Et le deuxième secteur, c'est le plateau qui a commencé à disparaître. Donc moi, j'ai vu en tant qu'ancien cadre technique, quand j'étais à Friche de la Belle-de-Mai, commenter une boîte noire à l'italienne ou à l'allemande, les régisseurs plateau disaient « Waouh, on a vachement travaillé aujourd'hui ».
Et si on leur demandait de faire un lâcher, ils étaient en difficulté parce que ça faisait peut-être 5 ans ou 6 ans qu'on leur a pas demandé de faire un lâcher sur scène ou de faire même pas une cintre contrebalancée, de créer une équipe à main. C'était quelque chose qu'ils ne savaient plus faire parce qu'ils n'avaient plus ou l'habitude de le faire ou même carrément ils n'avaient jamais fait parce que dans le spectacle vivant, en dehors des opéras bien évidemment, il y a moins en moins d'effets de machinerie traditionnelle. Donc effectivement, nous, on est à cœur de leur apprendre ces techniques-là, notamment cintrier, parce que quelqu'un qui utilise un pont moteur à l'heure actuelle, des cintres informatisés, il ne se rend pas forcément compte des forces qui sont en jeu, alors que quand il apprend d'abord à utiliser un cintre contrebalancé, quand il fait sonner, quand il attrape le chanvre et qu'il voit que derrière, il y a une énergie en réalité qui est présente, c'est pas la même chose que d'appuyer sur un bouton comme si c'était, alors une Game Boy c'est fait old school, mais comme si c'était un jeu vidéo. Donc il se rend pas compte. Donc c'est bien qu'il passe d'abord par le traditionnel pour aller vers du moderne. Et une dernière chose, pardon, et on leur apprend à refabriquer, c'est-à-dire que chaque année, grosso modo, on leur fait fabriquer des choses. Un tambour à dégradation. Comment on fabrique un tambour à dégradation? Le fait de fabriquer quelque chose leur permet de mieux comprendre comment fonctionnent les choses. L'année dernière, on a fait une trappe tampon, donc avec une disparition et une apparition d'une personne. Ça les oblige de construire, ça leur permet de comprendre comment cela fonctionne. La motivation, elle est vraiment là, elle est avant tout pédagogique pour se tourner vers ces métiers-là. Elle est patrimoniale, elle est pédagogique. Qu'est-ce qui pousse l'ISTS au final à s'intéresser à ces métiers-là si on dit que ces savoir-faire au final sont moins demandés sur le terrain? Il y a une mission de mémoire, clairement il y a une mission de mémoire. Et ce qu'on se rend compte, j'imagine que c'est pareil pour Bruno, c'est que les jeunes, ils sont en demande. Il y a une vraie demande, c'est-à-dire que alors il y a des jeunes dans la salle, oui, un petit peu. Ils aiment bien toucher du concret. Il y a un moment donné, quand ils sont devant un ordinateur qui gère un centre informatisé, ils sont encore devant un ordinateur. Toucher un chanvre, installer un système, faire des... on est dans un monde qui est très numérique, et quand on crée des effets qui sont des effets de machinerie traditionnelle, l'effet, il est... ils aiment faire ça. Et le public, je pense qu'il aime aussi faire ça. On n'est pas en opposition, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des murs LED avec des effets de LED, de la projection 3D, de l'holographie, et en même temps faire un vol d'objets, leur apprendre à faire un vol d'objets, un vol d'objets qui est réel, qui n'est pas holographique, c'est pas la même magie. Et nous, on n'oppose pas ces deux visions-là. Et je pense que ces deux visions doivent vivre. Donc d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant pour eux, et c'est aussi une mission patrimoniale. C'est des formations qui trouvent leur public. Aujourd'hui, cette formation chef machiniste, chef machiniste, oui, ils trouvent toujours leur public. C'est-à-dire que là, ça fait donc depuis, même avant 2015, on avait, pas dire de bêtises, parce que je ne m'occupe pas vraiment du CFA, on était avec les Compagnons du Devoir, et donc ça existait 4 ans avant. Donc depuis, je crois, 2011, on a toujours fait complet dans la section chef machiniste, régisseur plateau. Je crois qu'ils sont 12 de mémoire à peu près de souvenirs. Il faut savoir que sur la dernière session, et même sur la session d'avant, on a plutôt 80% d'apprentis féminines. Et on en parlait juste avant le début de cette table ronde, le fait que ce soit de l'apprentissage, c'est un vrai facteur de réussite de cette formation-là? Ah oui, oui. Oui, clairement. Les jeunes qui... Et c'est pareil pour mon camarade, c'est la même chose. C'est-à-dire que les jeunes qui sont chez nous, qui sont dans nos maisons, ils apprennent la théorie, ils ont aussi des mises en situation pratiques dans des espaces sécurisés, parce que il n'y a pas d'enjeu d'ouverture à 8 heures avec du spectacle derrière, donc si on se loupe, c'est pas grave, on prendra 2 heures de plus pour arriver au résultat. Après, ils ont l'alternance qui fait qu'ils arrivent dans le monde réel, dans la vie réelle, et là, ils sont un peu moins sécurisés, même s'ils sont en apprentissage. Donc, ils ont les meilleurs des deux mondes. Ils ont le meilleur de la pédagogie, le meilleur du monde réel, et en plus, ils sont vraiment en interaction avec les gens avec qui ils travaillent, donc ils se constituent un réseau, ils connaissent les maisons dans lesquelles ils travaillent, donc nous, d'expérience, ceux qui sortent de formation, alors, il y a des exceptions, comme toujours, mais majoritairement derrière, ils sont embauchés. Moi, j'ai été ancien tuteur quand je travaillais à Frige-Abel-le-May. Au bout de 3 mois et 4 mois derrière, ils avaient leur statut d'intermittent du spectacle, parce que on a des jeunes qui sortent ultra qualifiés. Merci. Alors, ça, c'est un exemple du côté des métiers partiellement oubliés. On va avoir un peu les mêmes problématiques sur les métiers en devenir. Bruno, est-ce que tu peux présenter également le CIFAP et puis... pardon, pas le CIFAP, le CFPTS. Mais le CFPTS, le CFPTS, désolé. Si tu peux présenter le CFPTS et puis nous parler d'une formation pour le compte où vous êtes plutôt en avance. Tout à fait. Bonjour
bonjour à tous. Donc Bruno Bure, directeur du CFPTS, du Centre des techniques du spectacle. Et du coup, nous existons depuis 50 ans cette année, puisque le CFPTS a été créé en 1974. Donc, comme pour l'ISTS, on forme à la fois sur la formation continue et la formation en apprentissage. Donc, sur la formation continue, on a un catalogue d'environ 127 formations, je crois, de mémoire, et nous couvrons 8 domaines de formation, donc aussi bien la partie plateau, la partie son, la partie vidéo, les régisseurs généraux, mais également les directeurs techniques et également les accessoiristes, les décorateurs accessoiristes. Donc, et évidemment la prévention des risques. Donc on forme environ 1300 personnes, 1300 professionnels à l'année. On a des formations de reconversion professionnelle, donc qui sont certifiantes et diplômantes. On en a environ 10 et ces mêmes formations sont ouvertes en apprentissage. Donc on a un volant de 150 apprentis à l'année chez nous et on couvre les techniciens du spectacle pluricompétents, les régisseurs plateau, les régisseurs lumière, les régisseurs son et les régisseurs vidéo, ainsi que les régisseurs généraux qui sont ouverts en apprentissage. Pas la partie direction technique, puisque la partie direction technique a un prérequis avec un niveau d'expérience qui est demandé et qui, malheureusement, dépasse les 29 ans, la date butoir. Mais oui, en effet, comme le précisait mon confrère, les métiers, ils ne sont pas forcément oubliés. On a toujours des demandes sur les métiers techniques classiques. Et en effet, on a toujours de la demande. Et c'est vrai que les gens qui sortent des formations des grandes maisons comme les nôtres trouvent du travail derrière parce que c'est encore présent, même si les métiers évoluent et même si on doit faire évoluer également les diplômes pour correspondre aux besoins. Alors sur la partie plateau, c'est moins le cas. Il y a des évolutions technologiques qui font que, évidemment, le métier évolue, mais en effet, il faut toujours apprendre les contrebalancers et les anciennes méthodes. Là où on avait discuté, c'est sur la partie administrateur de réseau scénique. C'est vrai que l'administrateur de réseau scénique, c'est pas un métier qui est encore référencé au niveau de la CPNE. C'est pas encore le cas. L'Observatoire des métiers, le dernier qui a été mis à jour, c'était en 2018. On voyait apparaître le terme de technicien réseau dans l'événementiel. On avait de plus en plus de demandes de la part des entreprises pour que les régisseurs puissent avoir des compétences en réseau. Un peu plus approfondi. Et on voit au fur et à mesure des années, dans les recrutements, on s'aperçoit que de plus en plus, on cherche un régisseur lumière avec des compétences réseau. On cherchait un régisseur son avec des compétences réseau. On cherchait un régisseur vidéo avec du son, voilà. On commençait à avoir des demandes un petit peu spécifiques et du coup, le CFPTS a, il y a maintenant 7 ans, lancé l'administrateur de réseau scénique. Alors comme c'était un format un petit peu particulier. Ce diplôme-là a été porté en partenariat avec l'université de Gustave Eiffel. C'est donc une licence pro donc qui est portée par les métiers de l'informatique au niveau de l'université avec 3 options. Donc il y a une option purement informatique où là ils travaillent dans l'industrie. Il y a une partie audiovisuelle qui est traitée avec l'INA, qui est la licence SAN, les systèmes audiovisuels numériques. Et le CFPTS a pris la partie administration de réseau scénique. C'est vrai que c'est une grosse demande maintenant. On a beaucoup plus d'entreprises qui nous demandent d'avoir des apprentis que de candidats à fournir, puisque nous avons des places limitées. Comme chez vous, on se limite à une quantité d'apprentis également dans nos cursus. Donc nous, pour l'administrateur de réseau scénique, le maximum c'est 14, parce qu'après, au-delà, on a des mal à manipuler, puisque nous, bien sûr, il y a les réseaux, mais à un moment donné, on est aussi sur de l'administration de réseaux scéniques. Dans les 14 cette année, je crois qu'on en a seulement 2 qui viennent de régisseurs du CFPTS, c'est-à-dire que c'est un recrutement national. On a des jeunes qui viennent de DNMAID, de BTS audiovisuel, de BTS son, et tout ça, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément l'environnement du spectacle, et du coup, on est obligé de leur apprendre ce que c'est que le spectacle. Et de notre côté, ils apprennent aussi tout ce qui est réseau. Vous avez eu du monde dès la première promotion, il y a 7 ans, c'est bien ça? Alors, il y a 7 ans, il y avait... est-ce que la première promotion était pleine? Je pense qu'elle a dû commencer, oui, depuis le début. Ouais. Béatrice, qui est ma directrice des formations, et qui était là à l'origine, pas moi. Et comment on sent, quand on a un besoin émergent comme ça, comment on sent que c'est le bon moment, comment on sent qu'il y a un besoin? Comment on fait une remontée de besoin? Généralement, c'est notre directrice des formations qui
qui, à force de placer nos apprentis à droite à gauche, connaît. Et puis bon, on a quand même 50 ans d'existence, donc sur la place parisienne, on a quand même beaucoup de salles et de lieux qui ont des anciens du CPTS. Donc on a un contact régulier avec ces gens-là qui nous disent « Ah tiens, il y a telle évolution ». On est en contact avec les DRH, avec les directeurs techniques qui nous parlent justement de leurs besoins. Et c'est un petit peu le cas comme pour une formation à la carte. C'est-à-dire qu'on a un catalogue de formations qui correspond à des métiers, à des compétences. Et puis après, les gens nous contactent pour nous dire « Est-ce que vous pouvez nous faire pour nos équipes telle formation ?» Et là, on s'aperçoit que les besoins arrivent. Et quand les besoins sont communs en l'ensemble de toutes les salles, fatalement, on se propose des nouveaux diplômes et on essaie de monter du cursus. Ça, c'est la théorie pour la partie formation continue. Jusqu'à présent, on arrivait à créer des nouveaux cursus assez simplement. Depuis que France Compétences est arrivé, c'est vrai que la procédure devient beaucoup, beaucoup plus lourde et on est obligé de justifier de 2 promotions. C'était déjà le cas précédemment, mais ça devient de plus en plus difficile maintenant de faire des promotions en formation professionnels, puisque les entreprises sont accompagnées pour l'apprentissage et du coup les gens préfèrent avoir des apprentis plutôt que des gens en reconversion professionnelle avec un transition pro. Et du coup on a du mal à proposer des nouveaux cursus et à les déposer. Et puis l'autre sujet qu'on va voir après, c'est aussi la contradiction. Enfin, pas une contradiction, mais on est un petit secteur, le spectacle vivant. On a peu d'employés, on a moins d'employés dans le spectacle vivant que d'apprentis dans le bâtiment. Donc fatalement, quand France Compétences regarde un diplôme, il le regarde par rapport à un centre de formation. Alors quand on fait une promotion de 12 et qu'on certifie 12 jeunes candidats à la fin de leur cursus, ce n'est pas une grosse quantité. Alors après, on s'associe avec d'autres. Mais même si on regroupe toutes les écoles du spectacle, on forme 40 personnes, 60 personnes sur un domaine. Ce qui fait que c'est vraiment petit et France Compétences, du coup, nous regarde sur un secteur qui n'est pas prioritaire. Et du coup, c'est très compliqué à faire des cursus adaptés aux besoins du métier et qui puissent être ouverts à l'apprentissage. Ça fait partie des défis effectivement auxquels vous êtes confrontés. Pour revenir sur la remontée de besoins, ce qu'on constate au final, c'est que c'est c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est très artisanal. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au contact et c'est comme ça que vous construisez C'est le bouche à oreille. Et dans nos métiers encore, c'est encore comme ça que ça marche. Et puis tant mieux. Mais c'est vrai que c'est les remontées du terrain qui font qu'on sait les besoins. En préparant, vous m'avez parlé aussi de commissions, sauf erreur. Vous avez des commissions dans lesquelles vous organisez ces remontées de besoins? Alors oui, dans le cadre de la formation professionnelle, on a des commissions de secteur. C'est-à-dire qu'une fois par an, on fait venir au sein de notre structure des anciens stagiaires, des directeurs techniques, et on fait un comparatif entre notre catalogue de formation et les besoins du métier, juste pour voir s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a des évolutions qu'on n'a pas pris en compte. Du coup, ça, on le fait une fois par an pour la partie formation continue, et de même pour la partie apprentissage. On a les conseils de perfectionnement qui sont là justement pour voir l'adéquation entre le titre RNCP, le diplôme, et les besoins du terrain. Mais là aussi, c'est du bouche à oreille, c'est des gens qui se déplacent, qui viennent chez nous, et qui échangent avec nous sur leurs besoins, et qui commentent notre catalogue de formation. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose? Non, effectivement, c'est la même chose. Hein. C'est des retours de terrain. Hein. Effectivement, le fait d'avoir, je ne sais plus combien, on a à peu près une 60aine d'apprentis dans 60 structures grosso modo différentes. Quand on fait les visites en entreprise, effectivement, c'est un temps très intéressant. Ça nous permet de collecter les besoins, les informations. Et on fait comme Bruno, effectivement, on fait des comités de pilotage une fois par an, à peu près en moyenne, et on réinterroge notre carte et les formations que nous avons à la carte pour voir comment, justement, ces formations, quelles sont les compétences attendues du secteur à l'heure actuelle. Mais effectivement, je veux dire, c'est pas artisanal, c'est empirique, mais à l'heure actuelle, je ne sais pas, on n'a pas encore de système divinatoire scientifique qui nous permettrait de prévoir le futur, vu qu'on quand même... C'est bien ça, des systèmes divinatoires, on veut ça. Vu qu'on est au service des artistes, les artistes étant toujours en train de réinventer la roue, la société étant tout le temps en train de se réinventer, nous, nos formations, nous sommes obligés de suivre ces tendances-là, et devancer les tendances, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, voire de quasiment impossible en réalité. Alors c'est un des défis auxquels vous êtes confrontés, c'est-à-dire qu'il faut devancer la tendance, et en préparant la réunion, tu soulignais qu'il y a un temps
très long entre le moment où on va construire une formation et le moment où on va la lancer, et que du coup cette question de timing, c'est peut-être un des principaux défis auxquels vous êtes confrontés. Bah, oui, alors effectivement, quand moi je suis anciennement cadre technique à spectacle vivant, ça fait que 3 ans et demi quasiment que je suis à l'ISTS. C'est vrai que quand je suis arrivé, je pensais qu'on pouvait créer une formation beaucoup plus rapidement. Et j'ai été surpris du temps qu'il fallait. C'est déjà, il faut effectivement collecter les informations, comprendre, et après se questionner sur les besoins attendus, après interroger des experts dans le domaine, parce que nous ne sommes pas des experts dans tous les domaines. Donc interroger ces experts, faire les allers-retours, créer le processus pédagogique, le programme pédagogique. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et là, je ne parle même pas du temps de certification, de voilà, toutes ces choses-là qui font que des fois, le temps qu'on arrive à mettre à la carte une formation, ben, ça a pris presque 2 ans, ou dans le meilleur des cas, 1 an pour une formation de 5 jours. Et est-ce qu'entre-temps, le problème ne s'est pas déplacé? Donc ça pose des soucis aussi par rapport à ça. Notamment, nous, en tout cas, dans le Sud, on a des soucis par rapport aux formations vidéo, où on a créé des formations vidéo le temps qu'on les mette à la carte. Et en fin de compte, ben, les gens, en attendant, ils avaient un besoin. Et ce besoin-là, ben, il n'a pas... Comment dire, il y avait un besoin présent. Et nous, on n'a pas pu répondre en temps assez rapidement à ce besoin-là. Ben, les gens, ils sont débrouillés autrement parce qu'ils avaient ce besoin-là. Donc, ils ont fait des tutos, ils ont fait de l'apprentissage en coopération, ce qui est très important dans nos métiers. On est très solidaires. Donc, un régisseur vidéo qui sait faire, ben, si un autre régisseur vidéo l'appelle, il va lui répondre, il va prendre du temps. Les directeurs techniques prêtent des salles, prêtent du matériel. Moi, en tant qu'ancien cadre technique, combien de fois je dis à mes équipes, on a une nouvelle console, ben, allez dans le magasin, si vous voulez venir la voir, venez, on vous met les enceintes, vous avez le parc matériel, amusez-vous avec, quoi. Donc oui, des fois, on a cette problématique-là d'arriver un peu en retard par rapport à un besoin de notre secteur, ce qui est un problème. Et Bruno, des fois vous êtes un peu en avance. Vous pouvez nous parler tu peux nous parler de la formation RSE. Oui, tout à fait. En fait, pour faire une formation qui marche, il faut aussi qu'il y ait un besoin dans le secteur, et parfois il faut savoir être un peu en avance, mais pas trop. On parle beaucoup de RSE en ce moment, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la RSE. C'est vrai qu'on a des formations sur les violences, harcèlement, sexité sexuelle, on a des formations de directeurs techniques dans lesquelles on a mis des modules. À chaque fois, nous, on a intégré des modules dans les formations en apprentissage, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait les violences et harcèlements sexistes et sexuels, on l'a mis en module pour nos régisseurs, puisque on avait certains régisseurs qui étaient confrontés à ces problématiques-là. Donc on a mis ces formations, ensuite on les a mis au catalogue et on a trouvé. Sur la partie direction technique, ça fait longtemps qu'on parle du RSO, de responsabilité sociétale des organisations. C'était au catalogue il y a 10 ans de ça, et mon directeur technique me disait, il y a 10 ans, quand on a sorti les premiers modules, les 3 premières années, on a annulé les formations, personne ne venait se former, ce qui fait que ces modules ont été intégrés dans la formation de direction technique, dans celle de régisseur général. Donc ça commence à marcher. Là, cette année, on voit qu'on commence à avoir des demandes en RSE. Ça y est, les entreprises se disent « Ah oui, il faut qu'on y aille ». Tous les festivals commencent à avoir une démarche. Du coup, on commence à avoir des demandes. Et nous, on a mis au catalogue donc, cette année 4 formations autour de la RSE qui sont plus de la sensibilisation et de l'accompagnement. Mais en effet, il faut être au bon timing pour une formation, parce que si on la propose trop tôt, on ne trouve pas le public, du coup tout le monde s'épuise, et c'est presque contre-productif, parce que des gens qui s'inscrivent sur une formation qui est annulée d'année en année, finalement ne reviennent plus. Et donc il faut juste les sortir au bon moment. Et ça, c'est toute la difficulté du retour des terrains. Et là, je vais quand même remercier le travail qui est fait aussi par la CPN et par l'AFDAS, parce que c'est vrai qu'on a des retours d'entreprises en direct. L'AFDAS a des retours des intermittents en direct. Il y a des appels d'offres qui sont lancés, il y a des demandes spécifiques. Il y a la CPN qui travaille beaucoup sur certains titres des CQP, des certifications de qualification professionnelle, qui permettent d'avoir des formations métiers de plus courte durée que celles que nous proposons en apprentissage. Voilà, c'est un travail à plusieurs. On n'est pas non plus tout seul pour faire ce travail. Voilà, vous aurez remarqué le timing parfait d'Agnès. C'est-à-dire Bruno vient de dire il faut remercier l'AFDAS, et l'AFDAS apparaît. Voilà, c'est parfait. C'est ça le spectacle, messieurs, dames. Merci de nous rejoindre, Agnès. Bonjour, vraiment désolée. Problème de métro. Ouais, vraiment désolée.
On était en train de partager les défis auxquels sont confrontés les organismes de formation quand ils lancent des formations où ils sont un peu en avance, peut-être. Et on soulignait le fait que la remontée des besoins, la remontée, le bouche à oreille, voilà, encore une fois, hein, il n'y a pas de méthode scientifique pour sortir une formation au bon moment. Non, ça se saurait, je pense, s'il y avait une méthode scientifique. Je crois que la meilleure méthode, c'est de faire, d'avancer, d'essayer, de parfois rater. Et en tout cas, quand on rate, se poser bonnes questions pour comprendre pourquoi et réinsister. C'est une méthode un peu itérative, méthode des petits pas. Et effectivement, le sujet de comment on identifie les besoins, comment on fait remonter les besoins, il y a plein de canaux différents. Il y a un travail qui est fait par les branches professionnelles, les CPNEF, avec un observatoire des métiers et des qualifications, des études qui sont produites. L'AFDAS, avec les branches professionnelles, réalise plusieurs études chaque année sur différents sujets pour identifier les mutations, les problématiques, les besoins en emploi en compétences, mais également pour construire des référentiels qui peuvent être des bases de travail pour réaliser des ingénieries de formation. Et puis il y a aussi la remontée des besoins du terrain, parce que le principe de l'observation, on observe, on essaye de faire de la projection, de la prospective, mais il y a toujours plein de mutations qui arrivent, plein de difficultés dans le quotidien. Et donc, il y a aussi la remontée des besoins par les employeurs auprès des branches professionnelles, auprès des syndicats, auprès des services de l'AFDAS avec les conseillers emploi-formation. Et en fait, c'est l'accumulation, la somme de toutes ces remontées diverses et variées qui peuvent aussi alimenter les réflexions. Et c'est aussi aux employeurs, aux structures, de s'adresser aux organismes de formation. Souvent, les organismes de formation organisent des temps d'échange avec les employeurs. Dites-nous aujourd'hui vos problématiques, vos besoins, comment se réalisent les activités au sein de vos structures pour que le contenu des formations réponde au plus près aux besoins des employeurs. Donc effectivement, c'est la méthode du galop d'essai, il faut tester, il faut rater. Ça pose le problème du financement de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire que le temps que vous avez passé à cet endroit-là, c'est de l'argent perdu. On peut le voir comme ça, on doit le voir comme ça. C'est de l'argent investi plutôt. Il n'est pas perdu, il est investi à partir du moment où on vraiment se pose les bonnes questions, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, les endroits où ça n'a pas fonctionné, pour garder ce qui fonctionne, ou bien réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on peut rajouter. Et ce n'est pas forcément tout le temps de la formation, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être aussi impliquer les entreprises le plus tôt dans le processus, pour que l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la réflexion du projet, l'ingénierie du projet, soient impliqués le plus en amont possible et au bon niveau. Le travail ne repose pas que sur les épaules des organismes de formation. Il faut que chaque acteur, avec son rôle et ses missions, intervienne et s'investisse dans des projets d'ingénierie. Il arrive parfois que les projets d'ingénierie soient aussi financés dans le cadre des EDEC, Engagement pour le développement des emplois et des compétences. Les branches professionnelles et les opérateurs de compétences signent un accord avec les ministères de tutelle pour définir des grands enjeux, pour définir des objectifs au regard de grands enjeux et mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et dans les actions, il peut y avoir, et il y a assez régulièrement, de l'ingénierie de certification
ou l'ingénierie de formation. Je pense par exemple récemment dans le spectacle vivant, il y a eu un travail de réingénierie d'un parcours de formation et d'une certification sur la gestion des risques sonores. Ça s'est fait dans le cadre d'un EDEC et ça a été financé dans le cadre d'un EDEC. Pour être précis, ça veut dire quoi quand c'est financé par le cadre d'un EDEC? C'est-à-dire que vous vous mettez en lien avec un organisme de formation? Comment ça fonctionne? Alors, en principe, avant, on travaille sur la question de l'opportunité. Donc, il y a parfois une étude d'opportunité qui est faite, qui est conduite par un prestataire. Ensuite, il y a le travail de construction du référentiel de compétences et pas tout de suite du référentiel de formation. D'abord du référentiel de compétences pour savoir de quoi on a besoin avant de travailler sur la question du référentiel de formation. Et c'est qu'à cet endroit-là que le prestataire organisme de formation intervient. En amont, ce sont des prestataires spécialisés dans l'accompagnement de démarches d'ingénierie, de certification ou de parcours de formation. Et ces enseignements, ensuite, ils sont livrés aux organismes de formation, c'est-à-dire que ça fait tache d'huile, que tout le monde en profite? Oui, effectivement, après, une fois que l'action est expérimentée, ensuite, elle est élargie. Donc là, quand c'est une certification qui est portée par une branche, la branche sélectionne, référence des prestataires pour réaliser les actions de formation qui pourront préparer au passage des certifications. Donc oui, après, effectivement, une fois que le parcours est mis en œuvre, expérimenté, ajusté éventuellement, bien sûr, après, il est déployé en plus grand nombre. C'est bien l'objectif. Et alors, pour les organismes de formation, pour le CFPTS, pour l'ISTS, quand vous lancez vos offres de formation, comment vous construisez, innovantes, en tout cas en avance donc sur les tendances, comment vous construisez vos référentiels de compétences de votre côté? C'est également un des défis auxquels vous êtes confrontés? Alors, tout dépend si c'est une formation diplômante ou pas. Dans le cadre de modules de formation où on veut apprendre une chose bien spécifique ou une compétence assez spécifique, là c'est le bouche à oreille, c'est le contact avec la direction des formations. On monte un projet qui peut être redistribué sur le catalogue. Ce dont parlait Agnès, c'est plus dans le cadre d'un cursus, un nouveau métier ou un nouveau besoin dans la profession. Auquel cas, c'est vrai que les branches et l'AFDAS proposent des parcours. Là où nous avons des problèmes, nous, en tant que centre de formation, donc nos formations catalogue courtes, non diplômantes, ça, c'est pas un problème. On adapte toujours notre catalogue par rapport aux besoins du secteur, en tout cas par rapport aux besoins des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous. Par contre, sur les cursus, lorsqu'on doit redéposer un titre, donc là, dernièrement, nous avons des titres qui ont été renouvelés pour une période de 2 ans, c'est-à-dire que au bout de 2 ans, on est obligé de redéposer le titre et on est obligé de refaire toute l'étude de la note d'opportunité, de l'étude d'impact, etc., sur des cursus qui ont plus de 20 ans. Donc quand on redépose un régisseur de spectacle vivant option lumière et qu'on doit absolument reconstruire toute l'ingénierie pédagogique parce qu'il faut réécrire tout le cursus en fonction de blocs de compétences qui vont être ouverts à la formation continue. Certes, c'est un travail, mais c'est vraiment une lourdeur administrative qui a été mise sur les OF et qui pénalise tous les OF, je pense. Je pense que tu es d'accord avec nous. Et c'est vrai que ça, c'est une lourdeur administrative. Donc, oui, c'est un investissement, parce que de toute façon, si on ne fait pas cet investissement, on va mourir. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire avoir un titre RNCP et donc l'avoir en apprentissage et pouvoir bénéficier de fonds qui viennent de l'AFDAS parce que c'est un RNCP, fatalement, on ne travaillera plus. Donc, oui, c'est un investissement. Néanmoins, autrefois, on travaillait avec beaucoup moins de structures administratives et maintenant, on se retrouve avec une masse salariale dans les OF qui sont là juste pour la conception alors que les métiers existent depuis des années. Et qu'on s'attache à la tradition en plus, à respecter, à faire évoluer ces métiers. Mais oui, c'est un investissement, il faut le voir comme ça, mais c'est assez lourd. Et quand 7 ans en arrière, vous montez une formation d'administrateur réseau scénique par exemple, ou pour le compte là c'est pareil, vous allez devoir construire un référentiel de compétences, un référentiel de formation, c'est quoi vos méthodes? Alors l'administrateur de réseau scénique, c'est l'un des procédés les plus simples pour nous.
C'est-à-dire en s'associant à une licence professionnelle portée par une université, on sait pertinemment que le diplôme va être validé. Parce que les universités ont tous leurs diplômes qui sont validés. Par contre, quand on fait un titre RNCP porté par nos AOF, donc là, il faut porter tout le programme. Donc, pour les licences professionnelles, c'est assez simple. Dès qu'on travaille avec une université, là où c'est complexe, c'est lorsqu'on veut faire des cursus qui ne sont pas universitaires et qui correspondent à un besoin de nos secteurs. C'est là la complexité. De votre côté, à l'ISTS, vous avez à un moment monté une formation en management, en tout cas vous l'avez lancée, pour aller chercher le référentiel de compétences à cet endroit-là, pour voir comment vous allez travailler, quels sont les savoir-faire que vous allez travailler, comment vous vous y êtes pris. On va toujours partir effectivement des compétences attendues, et pour comprendre les compétences dont ont besoin les personnes, on en revient, c'est de façon empirique, c'est-à-dire de quoi ont besoin les métiers à l'heure actuelle. Si on prend la question du management, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on attend par exemple d'un cadre technique à l'heure actuelle en termes de management ? Jusqu'où on doit aller à l'heure actuelle ? Et cette formation-là, l'avantage, c'est une formation de 5 jours. Donc une formation n'est pas, en tout cas, on a la chance en France d'avoir le système de financement lié à l'AFDAS, donc ce qui nous permet de créer des formations de 5 jours et de les recréer en permanence. Parce que la formation de management, celle d'il y a 2 ans, c'est pas celle qu'il y aura l'année prochaine. On a fini la formation vendredi dernier, on a fait le bilan de la formation. Clairement, il y a des choses qu'on va encore faire évoluer. Et l'avantage de l'AFDAS, c'est que ça nous permet d'être souple. Alors que si on devait déposer un titre au registre de certification nationale professionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme RNCP, parce qu'on parle tous par acronyme en France, si on n'avait pas l'AFDAS, on ne pourrait pas le faire. Techniquement, on n'a pas la force, comme disait Bruno, nous sommes des toutes petites structures, entre guillemets, par rapport au monde du bâtiment, de l'industrie, donc nous n'avons pas la force qu'ont ces secteurs-là d'avoir un service, par exemple, qui n'écrit que des RNCP, et où ils sont 10-15 à ne faire que ça toute la journée, et qui comprennent tout à fait comment pensent les gens en face de nous. Parce que des fois, le problème, c'est juste qu'on ne comprend même pas comment ils pensent en face de nous. Et nous, ils ne nous comprennent pas non plus. Parce que si je dis la blague, je fais la blague en disant ils font toiletteur pour chien en distanciel, ce qui existe réellement, et en même temps, ils font le spectacle vivant, ils font le régisseur. Donc ces gens-là, ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire concrètement. Donc ça pose un problème. Et grâce à l'AFDAS, on peut avoir des formations comme ça qui sont souples et qui vont continuer à suivre les tendances actuelles. Et notre formation de management, depuis 3 ans, elle évolue chaque année. Chaque année, on se questionne, et l'avantage, c'est ça, c'est de pouvoir se questionner et pouvoir répondre aux besoins des gens. Et du moment qu'on crée une certification, effectivement, on a tendance à la figer. Et c'est très problématique. Et au bout de 2 ans, si on veut la changer, ça demande un investissement. Alors, je comprends le terme investissement. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'argent, le temps et les moyens tous les 2 ans de redéposer un titre. Là, nous, on a des gros problèmes avec notre titre de directeur technique qui existe depuis, je sais pas, 91 ou 90, je crois. Là, ça fait 3 ans qu'on est en bagarre complète avec France Compétences. Voilà, si tout d'un coup on se disait on va révolutionner la roue, il faut qu'on réécrive déjà, qu'on redépose quelque chose qui existe depuis 20 ans, certes, qui a évolué, mais ou 30 ans, et si on doit demain on la transforme, on a envie de se dire tiens, j'ai envie de rajouter un 5e module, techniquement, l'ingénierie pédagogique, c'est pas un problème, c'est notre métier, mais arriver à le rentrer dans une case RNCP, à le créer et attendre 2 ans pour que ce soit finançable, etc., ça devient très très compliqué. Encore qu'il y a l'AFDAS qui nous soutient, qui soutient le secteur culturel, et s'il n'y avait pas l'AFDAS, clairement, les formations en France, ça serait catastrophique. Donc ça, on touche du doigt peut-être le dernier défi qui est celui du financement. Alors Bruno, tu l'as évoqué tout à l'heure en disant nous on a un problème de volume. On a un problème de volume quand on va former 12 personnes et qu'on est peut-être en concurrence avec toiletteur pour chien en visio, où il y a peut-être 700 personnes en distanciel. On ne sait pas. C'est un des problèmes. Comment on s'en sort de ce problème-là ? Comment on arrive à tirer notre épingle du jeu ? Peut-être que c'est une question pour l'AFDAS. C'est plus une question pour l'AFDAS, et d'ailleurs c'est l'AFDAS qui nous a beaucoup aidé dernièrement. Donc je vais plutôt te laisser la parole. Effectivement, il y a globalement les problématiques qui sont évoquées. Peut-être aussi préciser que dans le cadre des titres RNCP, il y a aussi tout le travail du découpage en blocs de compétences qui est aussi nouveau, qui demande beaucoup de travail.
mais qui a certainement le mérite de pouvoir, quand on fait évoluer quelque chose, faire évoluer un bout, ou quand il s'agit de faire de la formation professionnelle continue pour que des professionnels qui sont certifiés continuent de mettre à jour leurs compétences pour rester employables, pour naviguer dans le secteur d'activité, le système de blocs ou de compétences additionnelles avec le répertoire spécifique, c'est aussi une des clés pour en fait répondre aux besoins spécifiques qui, au fur et à mesure de l'évolution des personnes et des activités, peuvent changer en fait. Donc, et là aussi, parce que du coup, ça renvoie à la capacité d'individualisation des parcours. Et là aussi, effectivement, ça a un coût. Alors, pour la question des financements, effectivement, on sait, il y a eu des réformes, de réforme en réforme, des contraintes financières nouvelles, un système de la formation professionnelle continue qui est basé sur les financements principalement des entreprises et de l'État, avec différentes aides et différents dispositifs, des règles qui changent assez régulièrement. Notre job à nous, en tout cas, c'est de, à chaque fois qu'il y a un besoin, de pouvoir trouver la meilleure solution en termes de financement. Ça veut dire que parfois, on va demander aux organismes de formation de découper, de revoir leur parcours pour que ça rentre dans tel dispositif ou tel dispositif pour optimiser les financements. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour régler pour aborder sereinement la question du financement, c'est nous solliciter le plus en amont possible du parcours, de la réflexion sur le parcours, pour que, en fonction des enjeux, des objectifs, on puisse dire c'est plutôt une formation courte et ça pourra se financer de telle ou telle manière, ou c'est plutôt assez long et ça pourra se financer de telle ou telle manière. Je vais vous donner un exemple. On a le dispositif du contrat de professionnalisation qui permet de financer des parcours pour accéder à une qualification, à accéder à un emploi. Ça fonctionne pour les jeunes, mais aussi les demandeurs d'emploi. Donc on pourrait imaginer, on a parfois des réflexions sur des parcours de formation à l'échelle d'entreprises ou de plusieurs entreprises qui veulent travailler ensemble sur un projet ou d'une branche. Et du coup, quand on est sur la réflexion sur un parcours pour accéder à une qualification, on n'est pas forcément sur un diplôme, un titre RNCP. Ça peut être sur des blocs de compétences encore pour quelques temps ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective. Et ce dispositif, c'est un parcours qui fait au moins 150 heures. Et des fois, on nous sollicite pour des financements, le parcours est déjà tout fait et on a 120 heures, 130 heures. C'est vraiment dommage de ne pas, dès le départ, puisqu'on est sur l'acquisition d'une qualification, intégrer cette question du volume horaire pour bénéficier d'un financement ou d'un bout de financement sur le contrat de professionnalisation et puis aller chercher d'autres financements pour compléter. Donc c'est en tout cas important de nous solliciter, ne serait-ce que pour la question du financement le plus tôt possible, mais aussi parce que à l'intérieur de nos services, nous avons des chefs de projet qui sont en capacité de soutenir. C'est pas faire le travail à la place d'eux, c'est pas dire vous, messieurs les organismes de formation, vous êtes pas capables d'eux. C'est au contraire travailler ensemble pour poser des questions. Alors, des fois, on perturbe un peu la façon dont se déroule le projet, où a été pensé le projet. Mais en tout cas, c'est se poser les bonnes questions pour construire le bon parcours en fonction du public, des objectifs, en prenant peut-être parfois le temps d'analyser correctement le besoin. Ça veut dire, sur le travail de référentiel de compétences que tu évoquais, c'est aller demander aux professionnels aujourd'hui comment tu réalises cette activité. Et c'est à partir de professionnels qui sont en activité qu'on peut vraiment aller écrire le référentiel de compétences. Et donc, en tout cas, on a des services, des chefs de projet qui sont là aussi pour soutenir l'ingénierie de parcours de volume important, mais aussi très spécifique. Ça nous arrive parfois de travailler sur des parcours qui vont concerner 15-20 personnes parce qu'on est sur quelque chose de très spécifique, de sur-mesure, d'un peu exceptionnel.
Et on est là pour ça, en fait. Et avant de vous donner la parole, Fabrice et Bruno, je vois que vous souhaitez répondre. On vous sollicite trop tard ou on vous sollicite pas nécessairement. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas assez l'offre de service de l'AFDAS en direction des organismes de formation, parce qu'on n'identifie pas vos compétences. Parce que peut-être qu'on a de la pudeur à expliquer ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que quand il y a des parcours de formation qui sont montés, je prends un des derniers qu'on a réalisé dans le secteur de la publicité. On a travaillé avec l'organisation patronale et les entreprises qui voulaient construire des parcours pour aller sourcer des candidats de manière différente et agir vraiment au sujet de l'inclusion. On a construit un parcours avec de l'accompagnement, avec de la formation, avec un contrat en alternance dans l'objectif de les préparer et qu'ils accèdent à des métiers de la publicité. Et bien effectivement, on explique que ce parcours a été fait. Il y a 17 personnes qui sont rentrées ou qui ont été diplômées avec le soutien de l'AFDAS. Et au final, on pourrait se dire ils ont juste financer le parcours. Non, on a travaillé bien en amont. Donc peut-être que c'est, voilà, je sais pas, la pudeur, la manque de communication, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est important, et c'est l'occasion ici aujourd'hui, de rappeler qu'on a cette compétence. Il y a aussi les dispositifs, enfin le cadre des EDEC qui permettent avec les branches, parce que j'insiste, les branches, elles ont un rôle considérable aussi à jouer dans quels sont nos métiers, comment ils vont évoluer, de quelles compétences les professionnels ont besoin et comment on accompagne et on structure les parcours de formation. C'est bien dans le rôle des CPNE. Bruno ? Non, enfin, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça fait tout à fait sens. Mais c'est plus les entreprises et les branches qui se tournent vers l'appel pour travailler avec vous. Nous, on répond à vos demandes. C'est dans ce sens. Il y a deux choses. On répond aux demandes des branches et des besoins des entreprises. Et ça, on le fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on a monté plusieurs formations ensemble. Et ça marche bien. Il n'y a pas de problème de pudeur. Là où on a des problèmes, c'est pour les cursus qui sont existants. Le découpage en bloc a été nécessaire et c'est ce qui nous a sauvés. Parce que lorsque la réforme s'est mise en place en 2019, qu'on avait l'habitude de travailler avec des CIF, avec des branches qui étaient pilotées par l'AFDAS, enfin avec des commissions qui étaient pilotées par des gens de l'AFDAS qui connaissaient nos métiers, on avait des cursus et des transitions professionnelles qui étaient validées par des professionnels du secteur. Ça faisait toute la différence, c'est-à-dire que les gens du secteur, quand ils disaient le régisseur plateau, il veut devenir régisseur son, ça fait sens, et on avait l'aval de la commission. Depuis que c'est passé en national, comme je disais, on est comparé avec des maçons, avec des boulangers, avec des formations qui sont moitié, 3 fois moins chères que les nôtres. Donc fatalement, lorsque le process est mis en place, on a eu un trou. C'est-à-dire qu'au niveau du CFPTS, 50% de notre chiffre d'affaires venait des formations longues. Du jour au lendemain, on est tombé à moins de 20%. Fatalement, ça a eu un impact financier. Il a fallu retravailler les titres, il a fallu découper en blocs. Et grâce à l'AFDAS qui a financé les blocs de compétences avec un certain niveau, on s'est retrouvé avec des publics mélangés. Des gens qui avaient des transitions professionnelles, mais des intermittents qui pouvaient bénéficier de faire des formations de reconversion grâce aux blocs de compétences financés par l'AFDAS. Et on se retrouve avec des publics qui sont mélangés maintenant. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir des gens dans nos cursus qui font une formation longue de directeur technique, par exemple, où sur les 12 places, il y en a 8 qui sont prises par des gens qui ont le financement global. Et ensuite, on a des gens qui viennent se rajouter sur le premier bloc, sur le deuxième, sur le troisième. Et on arrive à remplir comme ça. Donc les deux, on travaille avec l'AFDAS et avec les CPN régulièrement. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a juste que c'est plus un appel des entreprises vers les CPN et vers les syndicats avec les organismes représentatifs qui appellent à la CPN et les entreprises qui font appel à l'AFDAS. Nous, on répond à ces appels-là. Fabrice, tu voulais ajouter quelque chose ? Oula.
Donc, oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, évidemment. Nous, on a l'exemple de la formation de régie générale qui était, en fin de compte, une formation liée à une licence d'université qu'on a perdue pour des raisons financières. Voilà. Effectivement, l'AFDAS nous a soutenus et on peut recréer cette formation-là grâce à l'AFDAS en attendant de pouvoir la redéposer. Comme a dit Bruno tout à l'heure, il faut la faire 2 fois. Donc c'est des formations qui sont sur 2 saisons, donc vous imaginez qu'il faudrait qu'on attende quasiment 5 ans avant de pouvoir leur déposer. Donc pendant 5 ans, comment on fait pour trouver des gens qui viennent suivre la formation? C'est ubuesque, c'est-à-dire on dit il faut que vous l'ayez fait 2 fois. Oui, mais comment les gens viennent se former chez nous? Comment c'est possible? Comment financièrement ils peuvent avec les salaires qu'on touche à l'heure actuelle? Donc ça pose des vrais problèmes. Donc s'il n'y a pas l'AFDAS effectivement qui nous accompagne, clairement ce genre de secteur ne pourrait plus fonctionner. Après, j'ai juste un petit bémol, c'est que moi ce que je trouve, c'est qu'il y a un côté... je prends le toiletteur pour chien, je prends cet exemple-là parce qu'on le voit à la télévision le soir quand on rentre chez soi. Et on se dit, mais comment c'est possible de devenir toiletteur pour chien en distanciel et on a la pub le soir juste avant le journal télévisé? Moi, je tombe de ma chaise quand je vois ça. Là, c'est validé par France Compétences. Et en plus, aux gens, on leur fait croire qu'il y a des parcours individuels. Et les gens deviennent, moi, ce que je vois, ne serait-ce qu'en 3 ans, depuis 3 ans, je trouve que les gens deviennent des consommateurs. Et de plus en plus, on a des gens qui nous appellent, je ne sais pas toi si ça t'arrive, mais des gens qui nous appellent, ils disent alors moi je veux faire ça, mais pas ça, mais ça, mais si, mais ça. Et grosso modo, mais attends, tu veux une formation pour toi tout seul, et les gens pensent que ça peut exister. Tout ça en coûtant quasiment rien. C'est absolument aberrant. Donc ce côté consommation, alors je comprends les blocs de compétences, tout ça, c'est pertinent, je comprends, mais je mets un bémol, c'est-à-dire, vous prenez un groupe de stagiaires de direction technique. Nous, et Bruno fait la même chose, on fait très attention à créer de la cohésion d'équipe. Nous, notre formation, elle est sur 4 modules répartis sur 2 saisons, donc grosso modo 3 ans. Ils ont à la fin à écrire un document, avant c'était un master de niveau 2, maintenant ils ont toujours un document, c'est plus validé par l'université pour d'autres raisons, mais donc ils ont un gros travail à faire. Donc on investit beaucoup sur la cohésion de groupe pour que ces 8, 10, 12 personnes, ça dépend des cohortes, profite de cette dynamique de groupe. Et cette dynamique de groupe, elle est créée que si les gens restent les 4 modules, et quand on intègre des gens, on le voit, quand on intègre des gens effectivement sur un bloc de compétences qu'ils n'ont pas pu faire, c'est super, c'est très bien d'offrir, je ne suis pas en train de critiquer, je mets un bémol sur le côté, c'est génial, on peut tout suivre, on peut tout faire, on prend un bout, on consomme ça, mais je prends pas ça, je prends ça, ce côté consommation. Les gens qui arrivent en formation en cours de route, ils se retrouvent dans un groupe qui a peut-être déjà eu 3 modules, qui sont intégrés entre eux, qui ont une dynamique de groupe, qui ont une cohésion de groupe. Et là, on ramène une pièce rapportée. Alors cette personne, c'est super, elle a besoin de cette compétence-là, donc on l'accepte en formation. Mais on sait que ça va être difficile pour le groupe, on sait que c'est difficile pour cette personne s'intégrer. Donc c'est là ce côté... Pardon, c'est filmé, c'est con, j'espère que je vais me faire aider. Mais le côté France Compétences, on peut tout faire et c'est génial, il y a le bloc de compétences, et puis le régisseur plateau, il y a celui qui sait, il y a le bloc de compétences, je sais planter une vis dans un plateau, il y a celui qui sait planter un clou dans un plateau, et celui qui sait servir la visseuse. Grosso modo, le bloc de compétences, on arrive à des choses un peu aberrantes. Pardon, il rigole Bruno, donc je pense qu'on... Mais malheureusement, tu as raison. Voilà, j'exagère à peine. Côté bloc de compétences. Donc au bout d'un moment, je comprends, c'est dans une démarche vertueuse de dire il n'y a pas d'échec à une formation, il y a une partie, mais nous par exemple, on nous reproche. Les gens qui font la formation de direction technique, ils vont pas tous au bout du mémoire, et on n'a pas 100% de réussite. On n'est pas, alors pour les plus vieux, chez Jacques Martin, on n'est pas l'école des fans, donc effectivement, il y a des gens qui vont pas au bout de la formation. Il y a des gens dans la salle, ils n'ont pas la ref là. Ils n'ont pas la référence, je sais. Mais on n'est pas l'école des fans, et clairement, il y a des moments où, oui, on marche sur la tête, quoi, parce que quand France Compétente nous dit, vous n'avez pas 100% de gens, ok, vous formez que 10 ou 12 personnes tous les 2 ans, il faut en former plus, non. Il y a l'ENSAT, il y a le CFPT à nous, allez, on forme 36 personnes, on va dire au maximum tous les 2 ans, déjà, il faut que les 36 personnes soient absorbées par le secteur. Donc à un moment donné, si c'est pour former des gens, pour que derrière ces gens-là se retrouvent au chômage, ça sert à rien. Déjà qu'on nous reproche, je rappelle quand même qu'ils sont intermittents avant et ils sont intermittents après. Donc ça a servi à quoi votre formation? Tu as dû l'entendre. Oui. Nous, on l'a entendu. Donc tu te dis juste, comment c'est possible? Tu dis, excusez-nous, mais pardon, et comme il disait avant, les gens savaient de quoi ils parlaient. Et là, ce que je dis au départ, ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Il y a la salle qui s'impatiente. Je vais te couper, Fabrice, pardon. Parce que si on veut effectivement pouvoir échanger quelques instants, je te sentais bien parti. On a compris, je crois. On va avoir une de vos dernières difficultés que vous avez évoquées lors de la préparation.
avant de pouvoir passer la parole au public. Bruno, tu disais avant notre interlocuteur c'était l'AFDAS. Aujourd'hui on a de multiples interlocuteurs et ça complexifie terriblement notre travail. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, puis après on passera la parole au public? Tout à fait. Dans le cadre de certaines reconversions professionnelles, lorsque ce n'est pas un intermittent du spectacle, mais un demandeur d'emploi, on se retrouve avec des dossiers qui sont financés à la fois par transition professionnelle, par le Pôle emploi, et parfois la personne doit financer avec une partie de son CPF. Du coup, on se retrouve avec 3 interlocuteurs pour prendre tout ou partie de la formation. On se retrouve du coup à faire 3 factures à chaque fois. Enfin, on se retrouve vraiment avec des problématiques que nous n'avions pas avant 2019, quand justement ces transitions professionnelles et les dossiers CIF étaient gérés par l'AFDAS, où c'était beaucoup plus simple. Donc oui, en effet, le métier d'OF s'est complexifié administrativement et on se retrouve avec beaucoup d'interlocuteurs et à chaque fois on arrive. Alors nous, on valide la formation 15 jours avant la formation, je suppose que vous aussi, c'est-à-dire qu'à 15 jours avant, si elle est pleine ou si elle est vide, ben on peut l'annuler. Maintenant, on maintient certaines formations, on a l'accord de financement qui tombe pour partie la veille, voire après le début du stage. Donc parfois, c'est un petit peu pile ou face. Ouais. Alors, défi de financement, défi du timing, qu'est-ce qu'on a évoqué encore? Défi de la définition du référentiel de compétences. Tout ça pour créer ces formations aux métiers en devenir ou s'intéresser aux métiers oubliés. De votre côté, côté public, quelles sont les formations auxquelles vous rêveriez d'avoir accès? Alors, je ne sais pas si on peut ouvrir la discussion comme ça. Merci à tous pour cette conférence. Et donc, je me présente Richard Ladoge. Je viens de l'île de la Réunion et c'était vraiment du bonheur de vous avoir écouté. Je vais vous faire un petit rappel. J'ai fait la formation technicité réseau, la première fois à CVF PTS. C'était sur 3 jours. Le premier jour, malheureusement, on a eu des petits soucis, mais c'est normal, les réseaux, c'est jamais parfait. Et on a pris un risque. Comme moi, je prenais l'avion de l'île de la Réunion à 13 000 km. On l'a fait les 2 jours et on a pu mettre en place, je me rappelle de vous, un 3e jour en visio, il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, déjà, on parlait de la fibre optique. C'est un combat encore ce jour dans mon entreprise. Mais j'ai les annuités, mais je n'ai pas l'âge de la retraite. Mais jusqu'à la fin, j'y crois. Mais je voulais vous remercier vraiment le CFPTS. Et l'ISST, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez parlé du plus beau métier, le cintrier. Chez nous, au théâtre, à l'île de la Réunion, on a encore des cintres. Et tant que je serai responsable technique, il n'y aura pas de Game Boy. Ça, c'est clair et net, car on a un super, je ne citerai pas les noms, mais pour moi, c'est le meilleur, un formateur et surtout quelqu'un qui fait notre révision de machinerie contrebalancée. Et je crois qu'il est là parce qu'il va dédicacer tout à l'heure. J'ai cru entendre. Et c'est vraiment, vraiment, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai passé un bon moment. En parlant de la Réunion, je suis content de vous dire qu'on forme actuellement des régisseurs généraux avec Jeudi Formation qui est basé là-bas. Tout à fait. Et on accompagne pour la certification justement de ce titre. Voilà, c'était vraiment un remerciement. Fabrice voulait ajouter quelque chose. Effectivement, là où je rejoins Carole, effectivement, moi ça fait donc peu de temps que je suis dans ce métier entre guillemets, ça fait que 3 ans et demi, et on est assez surpris effectivement du manque d'implication de la part du personnel intermittent sur se battre pour vraiment développer leurs compétences. Souvent, moi, je trouve que c'est en réaction, c'est-à-dire, tiens, il y a une nouvelle console qui sort, il y a les EOS qui sont sortis, oh là là, c'est compliqué, ça marche comment? Bon, ils se forment tous. Mais est-ce que vraiment ils se sont formés à l'écosystème de la transition LED? Est-ce qu'ils sont formés au réseau? Et pas tant que ça. Et je trouve que souvent, effectivement, réfléchir sur nos métiers, c'est pas juste nous, centre de formation, l'AFDAS, la branche paritaire, c'est aussi globalement une difficulté de notre secteur culturel qui, depuis très peu, et tu sais très bien là où tu en es, tu vois très bien ces choses-là, le mot développement de compétences, c'est un truc qui est apparu
il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, le mot développement de compétences dans une entreprise, mais quand on recrutait quelqu'un, est-ce que sincèrement avant le Covid, les employeurs disaient nous, notre plan de développement de compétences en interne pour les salariés d'entreprise, c'est ça. Est-ce qu'avant le Covid, ça existait? Est-ce que ça existe beaucoup encore à l'heure actuelle? C'est un grand sujet qu'on a pu voir sur une nuit de Fourvière, journée de prévention des risques, où effectivement, si on veut garder des collaborateurs, si on veut attirer les collaborateurs, le développement des compétences, c'est quelque chose de très important. Et nous, et j'imagine que c'est pareil chez vous, Bruno, quand on fait des formations sur site et sur mesure, souvent les directeurs techniques qu'on a en face de nous n'ont pas conscience de qu'est-ce qu'est un développement de compétences. Ils ne savent même pas formuler exactement leurs besoins. Donc nous, on est obligé de faire le travail avec eux pour leur donner la culture de vraiment de quoi ils ont besoin, s'ils ont même du mal à l'identifier. Donc je pense que c'est un problème qui est vraiment assez vaste. Je ne sais pas comment c'est dans les autres secteurs, je ne sais pas comment c'est dans le milieu du bâtiment, de l'industrie, mais dans notre secteur, je suis assez surpris du peu de connaissances et d'implication de l'ensemble des choses. Et je pense que l'après-Covid et ce qu'on voit avec les nouvelles générations va nous pousser à vraiment prendre en compte ce développement de compétences et ces retours d'informations, et pas juste de façon entre guillemets parcellaire, je ne sais plus quel terme tu as employé, Carole, saupoudré émiettement, voilà, que même si c'est PTS, ISTS, l'ENSAT, des organismes comme ça de cette taille-là font des efforts et essayent de répondre aux besoins, mais effectivement, je pense qu'il y a quand même un problème global dans notre secteur d'activité en termes de vraiment de développement de compétences. Voilà. Oui, il y a un problème d'analyse des besoins, en effet, dans les autres branches, dans les autres CPNRF, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de personnel, beaucoup d'études qui sont lancées. Malheureusement, la branche du spectacle vivant est un peu seule, Carole, et fatalement, cette centralisation ne remonte pas. Je mettrai un bémol, il y avait les appels d'offres de l'AFDAS quand même sur les lots de formation qui étaient conventionnés, qui aidaient à bâtir quelque chose pour les intermittents. C'est-à-dire qu'il y avait une étude. La dernière fois qu'on a répondu, on se disait, tiens, le réseau en une semaine, ça va jamais marcher. En fait, ça a très bien marché parce que ça a permis à beaucoup d'aborder ces sujets-là. Voilà, ça aurait été bien de les continuer. On a une toute dernière question rapide, avec une réponse rapide. C'est pas une question, c'est une problématique. C'est-à-dire que nous, par exemple, alors moi je suis directeur technique du TNS, donc on fait des gros investissements en ce moment avec beaucoup de technologies. Et en fin de compte, c'est dans les appels d'offres qu'on demande aux entreprises de venir intervenir. Et c'est forcément les entreprises qui interviennent, qui font les formations. Je pense par exemple à Robé qui nous a fait une formation sur les premières maintenances et tout ça, qui n'existe pas en fin de compte. Et notre problème à nous, c'est comment on associe les intermittents. Et comme ce n'est pas une formation qui est reconnue, si on veut former nos intermittents, il n'y a qu'une solution, c'est de les employer. Et là, c'est un sacré surcoût pour le TNS. Et c'est une vraie problématique. Ça, on est tout à fait d'accord. Tu veux dire un mot, Agnès ? Quand vous dites que ce n'est pas une formation reconnue, c'est le prestataire et pas Calliope ou Oui, complètement, c'est ça. Beaucoup de prestataires se retournent vers nous, OF, justement pour faire un partenariat, pour porter l'action de formation. Il y a juste qu'il n'y a pas forcément le financement qui va en face. Et du coup, pour l'intermittent... Et se pose aussi, encore une fois de plus, la même question. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas citer de marque, mais on est effectivement contacté régulièrement par des gens qui ont vendu du matériel, genre j'ai vendu un EOS, super, et on m'a demandé une formation. Et ils ont fait un budget. Et là, ils viennent nous voir, ils disent bon, alors, formation EOS, alors c'est 2 journées. C'est un peu court. Et alors, ils sont 3 et ça doit coûter 500 €. Merci, au revoir, pum, on raccroche. Et c'est quand même une problématique que Bruno, oui, je pense qu'il vit la même chose que nous. Là, c'est quand même une problématique où ça prouve bien qu'effectivement, notre secteur ne connaît pas la formation. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'idée de nous appeler avant, en tant qu'OF, de se dire tiens, j'ai appelé Bruno, j'ai appelé Fabrice, en disant qu'est-ce que tu penses ? On nous demande une formation. Combien ça va coûter, etc. Non, ils se mettent une petite ligne et puis ils rajoutent genre, oui, formation, puis ils te mettent 500 € dans un coin. Mais avec 500 €, on fait rien. Ils l'ont vu le soir à la télé, c'est pour ça. Merci à tous. On a dépassé d'une bonne dizaine de minutes. On aurait pu encore en parler pendant plus longtemps que ça. Merci pour votre écoute. Merci aux intervenants et merci aux régisseurs.